va parler de la comptabilité pour les petites copropriétés. Alors, trop souvent, j'entends copropriété, pas de comptabilité. Grosse copropriété, grosse comptabilité. Bon, ben moi, je suis toujours un peu étonné de ça. Je vois des fois au-dessus, bah, vous savez, pour les petites copropriétés, c'est simple, il faut rien. Bon, non, ben non, il faut. Parce que vous devez savoir que légalement parlant, eh bien, le législateur ne fait jamais de différence, n'a jamais fait de différence depuis la nouvelle loi sur la copropriété, depuis que la copropriété a obtenu cette personnalité juridique en 1994, ça commence à remonter maintenant à quand même quelques années, on n'a jamais fait de distinction des petites et des grandes copropriétés. Ah, oh, vous allez me dire, c'est pas vrai, parce qu'il y a les 20 lots, etc. Ouais, 20 lots, c'est déjà pas spécialement une petite copropriété, c'est déjà quand même une copropriété importante. Et on a simplement mis, et je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, qu'au-delà de 20 lots et au-delà de 20 lots, eh bien, il convient de respecter d'une manière impérative un plan comptable normalisé, comme disposent les sociétés, comme dispose tout indépendant, qui est obligé de suivre un plan comptable normalisé. C'est la seule exception. D'un point de vue comptable, on a mis cette limite à 20 lots. Mais quand je vous dirais que la moyenne du nombre de lots par copropriété, les derniers chiffres que j'avais il y a 3-4 ans, montraient qu'on était aux alentours de 7,5 7-8 lots par copropriété. Donc, on en est loin. Hein. Donc, vous voyez, on passe seulement dans un système excessivement précis au-dessus de 20 lots. Et quoi? Et en dessous, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Eh bien, de nouveau, le législateur n'a pas voulu entendre un message de dire, petite copropriété, on va simplifier le tout. Alors, dans sa loi, il va dire, oui, mais bon, on peut admettre des comptabilités simplifiées. Alors, simplifier une comptabilité, c'est un peu compliqué parce que, de toute façon, vous allez voir que ce n'est pas la comptabilité qui a son importance. C'est ce qui va être produit par la comptabilité, à savoir des informations qui vont permettre aux copropriétaires de savoir quelle est vraiment l'implication économique qu'ils devront avoir dans le cadre, une fois qu'ils deviennent propriétaires ou s'ils sont déjà copropriétaires, quel va être le niveau de leur contribution. Je rajoute également, moi je défends toujours l'idée, c'est que une copropriété, vous savez, c'est avant tout un modèle économique. C'est un modèle économique de répartition. Ah, ça, il faut le savoir aussi. Il n'y a pas de bénéfice en copropriété, il n'y a pas de placement en copropriété, on n'a pas de plus-value en copropriété. Non. Le grand principe, surtout dans les petites copropriétés, c'est si j'ai une dépense de 100 euros, je dois répartir les 100 euros. C'est tout. Et tout le monde doit payer sa quote-part dans les 100 euros. Point final. Donc, c'est une comptabilité un tout petit peu particulière qui se différencie là d'une société commerciale qui, elle, va produire des bénéfices, elle va acheter à un certain prix, elle va revendre à un certain prix et la différence sera son bénéfice. En matière de copropriété, tout cela n'existe pas. On part uniquement du principe que tout ce qui se dépense se répartit d'une manière complète. C'est ce modèle économique qui est naturellement reproduit dans toutes les législations que l'on peut naturellement découvrir. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire moi? Regardez, dans l'annonce que j'ai lancée, je vous ai dit, en fait, on va essayer de travailler un peu par tableau, on va être pratique, hein, soyons pratico-pratique avant tout. Moi, l'idée ici, c'est de vous donner un petit flash en vous disant, tiens, finalement, une petite copropriété, une petite comptabilité, c'est pas si compliqué que ça, finalement. Non, je vous rassure, c'est pas compliqué. Le tout, c'est d'avoir les éléments de base. Et quand je vais vous expliquer, et quand vous aurez compris ce que c'est les éléments déterminant les piliers de la comptabilité, les piliers de la petite copropriété, de la comptabilité de la petite copropriété, ça va vous sembler éclairant. Dès lors, éclairage, c'est vous donner un éclairage pertinent sur les contraintes légales portant sur la gestion financière. Parce que, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, on ne fait pas la différence fondamentalement entre une petite et une grande copropriété. Ce qui veut dire que, de toute façon, la loi intervient quand même également. Et même pour les petites copropriétés, on va demander que certains éléments comptables qui sont obligatoires. Le but également, c'est de vous donner une visualisation des grands principes et de la bonne gestion. Je vais directement vous dire que ce que nous allons voir ici, c'est un modèle dans lequel
tout le monde participe volontairement et respecte l'ensemble de ses engagements. Et je vais vous le répéter plusieurs fois. Le modèle de gestion pour un non professionnel suppose que les copropriétaires contribuent d'une manière régulière, anticipativement et correctement à leurs engagements financiers. Une fois que vous allez avoir une copropriété qui va avoir une carence de rentrée de fonds, là, je vais vous dire que la gestion comptable de la copropriété va se complexifier, elle va devenir beaucoup plus précise et elle va embarquer peut-être le syndic non professionnel dans une voie où là, il devra être soutenu éventuellement par un professionnel ou par un comptable ou par je ne sais pas qui, mais on quitte les sentiers habituels. Donc, si c'est un engagement, quand on parle gestion d'une petite copropriété, gestion comptable, ça suppose un grand principe, tout le monde paye le montant de ses charges qui sont demandées, tout le monde paye les appels de fonds, tout le monde paye à bon délai et on essaye d'avancer de cette manière-là. Donc, quelques bons conseils vous seront donnés certainement aux non-professionnels. Le cadre légal. Je vous ai dit, le cadre légal, c'est pas parce que c'est une petite, entre guillemets, copropriété qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le syndic. Bah oui, déjà une première chose, la personne qui va être le pivot, la personne qui va produire les éléments comptables, ce sera le syndic. Je ne vais pas ici d'étaler quelles sont les conditions pour être syndic, ça vous connaissez, on a déjà fait ça dans d'autres formations. Ici, on est vraiment dans l'exercice. C'est le syndic qui doit prendre l'autorité et c'est le syndic qui va produire ces fameux décomptes des charges. La loi dit clair, précis, détaillé. Clair, ça on a compris, une feuille de papier, une ligne. Précis, naturellement, on va y mettre quelques informations pertinentes et moi je vais vous aider là-dessus. Je vais vous donner les informations pertinentes et détaillées parce que vous devez vous dire qu'il y a une contribution financière d'un tiers, d'un copropriétaire. Ça suppose que les autres copropriétaires puissent être convaincus que les informations qu'ils ont devant eux sont d'une manière tout à fait compréhensible, validées, approuvées dans tous les sens. On va laisser toute copropriété de moins de 20 lots, et ça c'est ce qui nous occupe, à l'exclusion des caves, des garages, des parkings, est autorisée une comptabilité simplifiée. Et moi, je vais vous donner une comptabilité simplifiée, révélant toutefois, et là c'est la loi qui dit, recettes, dépenses, situation de trésorerie, mouvement, disponibilité en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement, du fonds de réserve, et les créances et les dettes des copropriétaires. Eh bien, ça, ce que vous avez, si vous patientez encore 30 minutes, vous allez avoir les informations. Je vais vous donner les informations assez claires, de telle manière que ce soit déposé. Deuxième disposition légale, et ça doit être bien clair. Souvent, on se dit, le syndic non professionnel, il fait la comptabilité, les entrées, les sorties, et puis time, quoi. Non, il y a devant ça, il y a en fait de déterminer les besoins financiers de la copropriété. Ça, c'est capital. Donc, avant de parler comptabilité, on va essayer de se dire de combien est-ce qu'on a besoin. C'est un peu logique, non? Au début de l'exercice, c'est de se dire, voilà, on va devoir payer l'assurance, on va devoir payer l'électricité, on va devoir payer un peu je sais pas, on envisage même pas des travaux, j'envisage des passages dans l'entretien, ça ne doit pas être compliqué. On sait qu'on va avoir des besoins financiers. On sait quoi. L'immeuble qui ne coûte rien, ça ne sert à rien. Alors, s'il vous plaît, des fois, je vois certaines annonces où je vois, ça m'horripile, ou disons, je vois charge de copropriété zéro. C'est faux, ça. Voyez pas ça. C'est archi faux. Toute copropriété, il y a des dépenses, rien que par l'assurance incendie, par exemple. Il y en aura toujours. Et donc, le législateur a dit, avant de parler comptabilité, moi, je veux qu'on ait un budget. Moi, je veux qu'on établisse et que ce soit discuté en Assemblée générale, on discute des besoins financiers de la copropriété. Donc, retenez, et on va y revenir, on a les besoins financiers qui doivent être déterminés et ensuite, on a la production de comptabilité qui vient dans une deuxième temps. Troisième élément, voilà, où là, on va avoir naturellement, on va vraiment percevoir l'utilité
de cette comptabilité, c'est quand, bien entendu, nous allons avoir des mutations. Une mutation, c'est une vente qui est réalisée où un nouveau copropriétaire entre dans la copropriété. Il est évident qu'à ce moment-là, ça va être tout à fait déterminant. Et là, le nouveau propriétaire, avec l'ancien propriétaire, ben, on va devoir établir des comptes. Hein. Je vous rassure, ils ne vont pas tous vendre l'appartement au 31 décembre ou à la date, au dernier jour de clôture de l'exercice comptable. Donc, on va trouver un système pour suffisamment éclairer le vendeur, l'acquéreur avant tout, qui lui aura besoin d'informations préalables financières sur ses futurs engagements, bien entendu. Et là, également, vous allez voir qu'il va être imposé au syndic de communiquer au notaire en charge d'instrumenter la vente toute une série d'informations nécessaires, comptables avant tout. Alors, aussi un élément qui va devoir nous être utile, c'est que tout à l'heure, je vous disais, c'est un modèle économique de répartition. Hein? Bon, vous allez me dire, OK, ben c'est de la répartition. Mais où est-ce qu'on va trouver la répartition? Quoi, à l'unité? J'ai 4 appartements, je divise chacun en quart? Ben oui, ben, peut-être. Mais la source, qu'est-ce qui va m'aider à pouvoir répartir? Je vais aller dans les statuts, je vais aller dans le règlement général de copropriété parce que c'est là que je vais trouver plein d'informations comptables aussi. Donc, je vais vous dire que avant de se lancer dans la rédaction proprement dite de la comptabilité, je rappelle, j'aurai besoin du budget qui va me donner une information sur mes besoins financiers. J'aurai besoin d'une série de documents que je vais produire en cas de mutation. Je vais avoir besoin des modalités de répartition des charges que je retrouve dans le règlement général de copropriété. Et enfin, j'aurai besoin d'une méthode, des documents pour procéder à l'édition de ces fameux décomptes. Voilà, c'est le cadre. Et en fonction de ça, c'est vraiment le cadre légal. Et en fonction de ça, nous allons maintenant passer dans quelque chose de beaucoup plus pratique que vous allez comprendre. Donc, comme vous avez encore le résumé, établir un budget, ça vous avez compris. Le décompte annuel, je dois le faire. Identifier les soldes des copropriétaires, la loi me le dit, et des fournisseurs. Connaître la valeur du fonds de roulement. Et établir un bilan en reprenant les montants des avoirs. Ça, c'est ma tâche. Ça, c'est ce que je dois produire. Ça, c'est ce que je veux avoir dans toutes les copropriétés. Qu'elles soient de 2 lots, de 3 lots, de 4 lots, de 5 lots, ça, c'est le minimum du minimum du minimum. Alors, vous allez me dire, mais enfin, ce n'est pas possible. Alors, vous êtes occupé à nous dire que toutes les petites copropriétés doivent être gérées par un syndic. Non, par un syndic professionnel. Non, non, non. Vous allez voir, je vais vous démontrer qu'un bon tableau Excel, un peu de bon classement, un peu de logique, va vous permettre d'éditer les comptes. Souvent, je ne vous cache pas, les incidents pour les petites copropriétés d'un point de vue comptable, c'est justement parce que, eh bien, même ces petites bases là que je viens de vous dire ne sont pas respectées. Et alors là, comme on dit, ça part en choucroute et ça part vraiment d'une question sur une voie qui est vraiment totalement contre-performante aux objectifs de la copropriété. Allez, je reviens un peu à mon budget. On est dans le pratique là maintenant. Établir un budget, je vous ai dit. Bon, mais comment est-ce que je vais faire? Ah ben, la première chose, je vous ai dit, hein, on va voir dans le règlement général de copropriété. Ah, et dans le règlement général de copropriété, là, je vais trouver les codes-parts. Ah ben ça, je vais les trouver là. Ne venez pas me dire que ça n'existe pas. Hein. C'est là qu'il faut les trouver. Donc, l'acte il y a les statuts de la copropriété, sont déposés en 2 grandes catégories. On a l'acte de base et on a le règlement de copropriété. Dans le règlement de copropriété, je vous promets que vous allez trouver les modalités de répartition des charges. Et en l'occurrence, ici, mon immeuble de 4 appartements, ce sera mon fil rouge. Mon fil rouge me dit rez-de-chaussée 20 centièmes,
35 centièmes, 30 centièmes, 15 centièmes, au total 100 centièmes. C'est mon corps de répartition que je vais retrouver d'une manière permanente. Bon, ça, vous savez faire. Ça c'est simple. Bon, allez, premier tableau. Premier tableau, je vous ai dit, on établit d'abord le budget. Le budget, quel est le budget? Ah ben ici, moi, j'ai imaginé, par exemple, que l'électricité des communs, assurance, entretien, produits. Là, j'ai listé l'ensemble des frais les plus courants que je vais avoir. Ouais, mais alors, moi, je dois convaincre un copropriétaire. Moi, je ne peux pas dire comme ça que ça tombe du ciel et que je dis, ouais, ben, aujourd'hui, c'est 200, 300, oh, je vais demander 500, etc. Comment est-ce que je vais sortir ces chiffres? Comment est-ce que je vais établir le budget? Eh bien, si j'ai un immeuble existant, eh bien, je vais aller dans les années passées. Je vais prendre la base 2019, 2020, 2021, combien ça va coûter. Et là, je fais un petit tableau qui montre l'évolution des frais. Ah voilà, l'entretien des communs, 1200. Ah bah l'année dernière, c'était 1280. Bah oui, mais maintenant, je l'ai interrogé, c'est 1350. Ouh là 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 là. Moi, je crois alors, pour cette année-ci, budget 2022, je vais faire comme nos politiques qui déterminent un budget de fonctionnement. Et qui vont nous dire, ouh là 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 là, moi, je vais avoir ça, etc. Le budget 2022, ici, en l'occurrence, pour l'immeuble, sera de 3180. Et ce budget, on va en parler à l'Assemblée générale. Ouais. Et on va le faire approuver. Et on va dire, voilà, ici, on est au début d'un exercice comptable. On s'est vu, moi, mesdames et messieurs, 2 ou 3, je suis désolé, mais il faut s'attendre à ça. Alors, quand il y a quelqu'un qui devrait vous dire non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, vous avez un modèle pour vous dire ben non, ben oui, c'est vrai, parce que l'année dernière, on l'a eu, l'année d'avant, on l'a eu, l'année suivante. Donc, automatiquement, attendez-vous et vous allez avoir ce montant-là, c'est certain. Donc, 3180, ce sont les besoins financiers de la copropriété. Bon, je les retrouve ici, 3180, ils sont là. Alors, 3180, c'est mes besoins. Vous devez vous dire que dans tous les immeubles, il me faut un fonds de roulement. Le fonds de roulement, ça se demande une fois. Une fois. C'est quoi le fonds de roulement? Le fonds de roulement, c'est un fonds de caisse. Le fonds de roulement, ça va permettre au syndic d'avoir de l'argent sur le compte de telle manière à ce qu'il ait une facilité de trésorerie qui lui permette de payer le montant des factures. C'est le fonds de caisse, je ne sais pas l'utiliser d'un autre terme. Avec cet argent-là, il va pouvoir naturellement avoir réalisé plus facilement le montant, payer le montant des fournisseurs, que ce soit l'électricité, l'assurance et autres, et ce sera vraiment établi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai établi? On considère que pour laisser, surtout au syndic non professionnel, de lui laisser une certaine latitude et qu'il ne soit pas trop stressé dans la gestion de la trésorerie, que si on a un budget de 3180, moi j'estime que 6 mois peut correspondre à un fonds de roulement, c'est-à-dire 1600 euros. Et ça, ce montant-là, au moment où on va créer la copropriété, au moment où on va se voir la première fois en Assemblée générale, on va demander ça à tous les copropriétaires une fois. Ben, alors, vous allez leur demander, et quoi, et après? Ben non, non, non. Le jour où les copropriétaires vont revendre leur lot, ils vont récupérer la quote-part dans ce fonds de caisse qu'on va déposer sur le compte de la copropriété. Alors, je prends mon tableau, j'avais 3180. Alors, on est en assemblée générale et le lot numéro 1, oui, écoute, Jean-Pierre, c'est bon, 3180, c'est bon, ben, tu as raison. Écoute, ça fait combien trimestriellement, ça? Eh bien, c'est simplement 3180. Et alors, trimestriellement, ça c'est annuel. Ça c'est annuel. Et ben, je divise par 4, ça fait trimestriel. Ah ben, écoutez, on arrondit un peu, quoi. 159 devient 160, 278 devient 280. Voilà, on arrondit. Ben, écoute, c'est bien simple. Le lot numéro 1 qui s'exprime, il dit, écoute, Jean-Pierre, tu peux compter sur moi au début de chaque trimestre, anticipativement, je te verse 160 euros. Et on est bien d'accord qu'à ce moment-là, ça regroupera l'ensemble de mes frais qui sont exposés ici,
Et dès lors, boum, ça marche très bien, il n'y aura pas de souci et tu auras de l'argent pour procéder au paiement des charges courantes de la copropriété. Alors, ici, quelques règles par rapport à ce budget. Faire payer tout sur le compte de l'association. Il faut procéder à l'ouverture d'un compte à l'association. C'est fondamental. Et le syndic a seul la signature sur ce compte. Ben, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi. La loi dit, c'est dans les prérogatives du syndic, que seul le syndic a la signature sur les comptes en banque de la copropriété. C'est normal, c'est lui qui en est responsable. Alors, vous savez que, je vous en ai déjà parlé, paiement anticipatif, vous l'avez bien compris, versement de la quote-part dans le fonds de roulement une fois, et en cas de départ, il va pouvoir récupérer sa quote-part. Un engagement formel des copropriétaires de payer le montant d'une manière régulière et un accord que si jamais on a une carence de paiement d'un copropriétaire, on avise tous les autres. Souvent, dans les petites copropriétés, on a constaté que le problème récurrent, c'était le manque de communication. C'était que les autres doivent être mis au courant qu'on est quand même entre amis, on va dire. Hein. On est entre connaissants, on est dans un petit groupe. Et il est capital que tout le monde sache bien que l'un paye ou paye pas, ou plutôt celui-là qui ne paye pas et qui ne joue pas le jeu. Le jeu, je vous rappelle que pour moi, une des clés de la gestion d'une petite copropriété comptable, c'est que tout le monde prend un engagement formel de payer le montant de ses charges. Voilà. Et maintenant, vous me dites, et le fonds de réserve? Et le fonds de réserve, c'est quoi? Ben oui, le fonds de réserve, ça vous le savez, le fonds de réserve, c'est si jamais on fait des travaux. Oui, on fait ça comment? Eh bien, moi, je vais presque vous dire, je vais vous donner un conseil. Pour les petites copropriétés, vous pouvez même faire deux choses séparées. Vous faites d'abord, vous gérez vos charges courantes et à côté, vous mettez vos fonds de réserve bien à part. Surtout bien à part. Ne pas confondre gestion de vos fonds de réserve avec gestion de vos fonds de roulement. Ça ne va pas du tout. C'est comme un peu si vous alliez avec votre épargne payer le pain que vous achetez chaque jour au boulanger. Ça ne va pas aller. Ce n'est pas fait pour. Donc, vous pouvez très bien distinguer les choses. Et en assemblée générale, vous allez fixer le montant de l'épargne. Vous allez dire qu'est-ce que, de nouveau, un engagement. Je vous rappelle également que la loi impose la constitution d'un fonds de réserve à raison de 5% toujours du montant des charges de ce qui a été exposé sur l'exercice comptable précédent. Allez, je continue, je vois le temps qui passe. Hein. Oh là 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 là, je vois 13 heures. J'allais juste faire la remarque, effectivement, il est 13 heures et moi, normalement 10 minutes. Allez. 10 minutes. Je vais y arriver, parce que sinon, j'ai peur des yeux noirs. Alors, l'établissement d'un compte, la structure, c'est quoi? D'abord, une chose est claire, il faut un listing des opérations bancaires. Ça, c'est clair. Ça veut dire quoi ça? Mais il faut les extraits. Hein. Listing, c'est les extraits. Maintenant, listing, on a ça d'une manière beaucoup plus pratique. Il me faut un papier avec le relevé des charges. Il me faut un papier avec la répartition. Il me faut un papier avec la situation. Et il me faut un papier avec le bilan. Le relevé, c'est pour lister tous les frais. La répartition, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le règlement général de copropriété. La situation, c'est pour m'assurer que tout le monde paye ses charges. Et le bilan, c'est ma photo. C'est ma photo générale de fonctionnement de financier de la copropriété. Le listing, le livre des mouvements bancaires, ça vous avez. Hein. Ça, c'est simplement, vous demandez à la banque, pouf, hein, le in, le out ou les extraits. Si vous globalisez les extraits, vous avez ici tous les versements qui ont été réalisés vers les copropriétaires. On a payé ANJ, on a payé la prime d'assurance, débit, crédit. Si j'ai payé ça et j'ai reçu ça, eh bien, j'ai solde de mon compte, 1 520 €. Ah ça, c'est bien, quoi. Mais ça, je vais communiquer à tout le monde. Comme ça, tout le monde est bien au courant de tous les mouvements financiers qui sont réalisés sur la copropriété. Et c'est super. On va essayer de bien reproduire ça de telle manière que ça ne donne l'objet d'aucune contestation. Je rappelle également, la transparence est également, naturellement, une des clés. C'est une des clés de succès de ce genre de choses-là, parce que tout le monde peut avoir accès. Le relevé des charges, c'est quoi?
attention, ça, c'était les mouvements financiers. Ça, c'est tous les relevés des frais. Voilà, du 1er janvier au 31 décembre, si c'est une année annuelle. Voilà. Eh bien, moi, j'ai eu tous les frais ici, électricité, etc., assurance, entretien, etc. Et ici, j'ai même mis un petit tableau. Vous pouvez le faire la même chose. Hein. Je suppose que le PowerPoint sera communiqué, mais vous pouvez vous en inspirer. Hein. Vous faites ça comme ça. Vous faites un petit tableau Excel où vous pouvez même le faire comme ça. C'est quoi ça? Ben, ça veut dire simplement que là, je vais mettre tous mes frais que j'ai pu obtenir. Ah ben zut alors, moi qui avais dit que ça allait coûter 3 180 euros, 3 180, ça coûte 3 980. Le budget étant ce qu'on peut supposer, mais à la fin, ben, ça peut être plus cher. Hein. Donc, ça, c'est évident. Alors, rappelez-vous, listing des opérations financières. Deuxièmement, le relevé. Troisièmement, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, la répartition. Ah ben ça, alors, je retrouve mes clés de répartition, je retrouve ce que je trouvais dans le règlement général des copropriétés. Et là, je vais répartir 3 980. Alors, vous allez me dire, ça vient d'où ça? C'est 3 980. Ben, c'est 3 980. C'est le total des frais qui ont été exposés par la copropriété. Allez, encore une chose. Le budget, c'est quoi? Le budget, c'est le total des frais que j'estimerais nécessaires. Ce n'est pas le relevé des frais. Ah bon, ben ok, j'ai compris alors. Ça veut dire que 3180, on avait dit que ça coûtait 3180, c'est 3980. Ça y est, j'ai 900 euros qui est dans l'épanade. Et je vais répartir ça comment? Toujours en fonction de la répartition qui est reprise dans le règlement général de copropriété. Alors. Qu'est-ce que j'ai encore ici? C'est que situation des comptes. Rappelez-vous ce que la loi demande. La loi demande une situation des comptes individuels des copropriétaires. Ah ben bon, voilà. Eh bien, le montant de leur charge, il devait être 3 980. Hein. Regardez, 3 980, c'est 3 980. Et c'est réparti entre les copropriétaires, c'est 3 980. Le lot numéro 4, 597 euros. Ah ben, je les retrouve là. Ouf. Je les retrouve là. Mais pendant l'année, le lot numéro 1, lui, il a payé 1240 euros. Le lot numéro 2, 1120. Et on prend tous les paiements qui ont été payés, qui ont été affectés pour montant des charges provisionnelles qui ont été versées. Et on fait la différence entre quoi? Il a payé, donc on a un solde. On a payé, et donc il y a un solde. Ah ben ça, le lot numéro 1, il est riche, hein, parce que celui-là, il a payé carrément 1240 euros. Ah ben ça, alors, il y a été, quoi. Et le quatrième tableau, c'est le bilan. Aïe, aïe, aïe. Ça fait fuir tout le monde. Ça fait fuir tout le monde. Et si je pouvais donner un travail, des formations, des ateliers pour comprendre ce que c'est un bilan annuel de copropriété, on pourrait faire des exercices répétitifs. Parce que pour moi, je vais vous dire, la clé est là. La clé, c'est le bilan. Je vous rappelle qu'on est dans la transparence et la clé de la visualisation, c'est une photo de l'immeuble. Sinon, c'est la photo comptable de l'immeuble. Qui va me dire quel est le solde que j'ai à la date de la clôture, quelles sont les sommes qui sont dues par les copropriétaires, quelles sont les sommes qui sont dues par la copropriété, le montant de mon fonds de roulement que j'ai demandé et les sommes éventuelles que je dois au fournisseur. Parce que peut-être que vous aurez été attentif et que vous aurez vu que la date, le Carrefour, ici, j'ai 100 euros qui ont été une date de facture du 31 décembre que manifestement, je n'ai pas su payer au mois de décembre, le dernier jour, donc elle a été payée ultérieurement. Si j'ai ça, c'est merveilleux, c'est super et autres. Alors, si vous comprenez ça, vous êtes les champions. Et je vais presque vous dire que si vous comprenez les 4 tableaux qui sont là, vous comprenez même une comptabilité d'une copropriété tenue par un syndic professionnel. Hein. Ça, je vous le garantis, c'est le cas. Garantie sur facture, ma tête à couper et j'y tiens beaucoup. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire encore les bons conseils? C'est que je n'insisterai pas assez sur le fait que transparence. Vous ne pouvez pas savoir. Chaque fois que nous avons pu constater, on m'a dit, là, j'ai beaucoup œuvré dans les copropriétés en difficulté, chaque fois, c'était ça. Ah, on ne sait pas.
Ah, on ne sait pas ce qu'ils payent. Ah, on n'a pas entendu. Ah, on ne savait pas, etc. Alors que maintenant, nous avons la possibilité, que ce soit informatiquement, que ce soit de communiquer, et communiquer tout. Et les copropriétaires, ben oui, quoi, ils peuvent venir voir les factures, ben, ils peuvent venir les voir. Mais alors, comment est-ce qu'ils vont venir les voir? Ben, il suffit bêtement d'avoir un facturier. Dans les facturiers, on met les factures, on met devant les extraits de compte et on met toutes les justifications de paiement. C'est tout. Une facture, extrait. C'est tout. C'est pas plus, hein. Alors, ne pas confondre. Si on est propriétaire, bien entendu, puisqu'on est syndic non professionnel, on sera syndic, on sera propriétaire au sein de la copropriété. Ne pas faire une confusion. Ne pas faire une confusion entre le propriétaire qui est propriétaire dans les locaux et, bien entendu, la personne qui est syndic. Ce sont pour moi deux personnes totalement différentes. Et si ces deux personnes totalement différentes, eh bien, ça nécessitera des documents tout à fait à part, quitte à les avoir en doublon, mais on aura la fin de la comptabilité et on aura éventuellement ses frais à soi. C'est fondamental. Alors, ne pas se montrer non plus scandalisé parce que quelqu'un va venir contrôler. Bah non, parce que la loi dit qu'il faut un commissaire aux comptes. Même dans les petites propriétés, il faut un commissaire aux comptes. Oh, ça, c'est un grand titre. Mais ce fût-ce que le voisin, ne fût-ce que quelqu'un, ne fût-ce qu'un assemblée générale, voilà, regardez ça. Et alors, si le commissaire aux comptes va rendre son rapport, là, ce sera le sommet naturellement parce qu'on va approuver les comptes. Approuver les comptes, ça veut dire que tout le monde va se dire nos comptes de la copropriété sont justes. Ça va donner un élément de confiance entre les copropriétaires et ça va être excessivement positif et on va aller de l'avant. On va aller de l'avant vers des travaux. On va avoir confiance dans le processus de fonctionnement de la copropriété et ça va se ressentir. Et on va générer en même temps un effet participatif des copropriétaires. C'est souvent ça qui manque pour naturellement développer et être attentif à la réalisation de travaux et autres. Mutation, aïe, 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 1 minute, 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Encore, allez, 4 minutes, je vois un beau sourire, donc peut-être que je vais y arriver. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que répondre au notaire, vous n'oubliez pas. Alors, ne vous formalisez pas. Si vous êtes syndic non professionnel, vous allez recevoir, effectivement, vous allez recevoir une lettre recommandée du notaire. Ça va se faire en 2 temps. Premier temps, on va vous demander des informations générales sur la copropriété. C'est ce qu'on appelle des informations pré-contractuelles. Si vous allez aller dans votre FART, vous allez communiquer le décompte, vous allez communiquer les PV, vous allez donner 1 ou 2 informations et c'est bon, pas plus. Voilà. La deuxième chose, ce sont des informations financières qui vont être demandées par le notaire un peu avant de passer à l'acte authentique. Nickel, c'est fait, il n'y a pas de problème. Alors, ici, c'est assez simple, vous communiquez. Si jamais vous êtes en difficulté par rapport à un notaire qui vous envoie un courrier et vous dites, mais moi, je n'ai pas l'habitude, ouh là 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 là, vous êtes occupé à transpirer parce que vous dites, qu'est-ce que je vais dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vous rassure, vous prenez votre téléphone, vous appelez le notaire, vous appelez le notaire et vous lui dites, écoutez, monsieur le notaire, moi, je n'ai pas l'habitude, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et n'hésitez pas, et je vous garantis que même le notariat est là pour vous aider, vous donner le petit coup de pouce, l'information pertinente, et au besoin, eh bien, tout le monde s'y mettra pour vous donner les informations utiles. Il me reste encore une chose à vous dire. Tout à l'heure, je vous disais que les règles proprement dit, c'est que tout le monde paye. Ah, ça, c'est un peu logique. On joue le jeu. On joue le jeu. Le jeu est là. Le jeu est là, on sait ce qu'on va payer, on a le budget. On sait ce qu'on va avoir dans la comptabilité. Mais alors, il va falloir payer régulièrement, c'est fondamental, à bonne date. Et là, tout le monde s'engage à, il y a suffisamment de faire un versement automatique une fois qu'on sait qu'on va les sortir. On ne va pas jamais, mesdames et messieurs les copropriétaires, n'allez pas commencer à dire « Ah oui, mais le mois prochain, je ne paye pas parce que je vais compenser, parce que j'ai acheté, parce que… » Non, 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 non. Vous êtes dans un modèle simple, vous êtes dans un modèle économique qui est quand même avantageux, puisque
disons-le, ben, vous évitez l'intervention d'un syndic professionnel qui va immanquablement demander des honoraires qui pourraient être lourds pour des petits immeubles. Donc, jouez le jeu. Si vous ne jouez pas le jeu, et là, je vais vous dire, le conseil vers les syndics non professionnels, si le syndic non professionnel doit initier une procédure de recouvrement de charges, là, ça devient très compliqué. Oui, ça va nécessiter d'aller chez un avocat, ça va nécessiter naturellement toute une série de démarches et ça va mettre l'ambiance, ça va casser l'ambiance. Donc ça, c'est une des conditions de se dire, on joue les règles du jeu, on va jouer, mais la règle du jeu est là. C'est qu'il y a une contribution régulière de la part des copropriétaires. Les clés pour terminer, et j'en aurai terminé, c'est qu'il faut bien entendu un fonds de roulement suffisant. Il ne faut pas que le syndic non professionnel soit sans argent, parce que, écoutez, honnêtement, peut-être qu'il ne va rien demander au niveau de ses frais. Ce n'est pas agréable, quoi, parce que lui, la facture, il va les recevoir. Et le jour où il ne sait pas payer Electrabel et le jour où il ne sait pas payer l'assurance, crac, il va bien me recevoir peut-être un recommandé, quoi. Il va devoir aller à la poste, quoi. Tout simplement parce que des gens n'ont pas régulièrement payé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Si c'est comme ça, la prochaine fois, Donc, ce qu'il faut, on va quand même lui donner un peu d'avance, un matelas financier. Moi, je dis carrément le mot. On va lui donner un matelas financier qui va lui permettre d'avoir quand même un peu de réserve. Alors, si vous avez un fonds de réserve à imaginer, ben là, HomeGrid peut vous aider. Ils viennent sur place pour d'établir une information par rapport aux travaux envisagés. Si vous avez ce rapport que vous avez devant vous, et pourquoi pas élaborer des calculs de contribution vers le fonds de réserve. Ce sera intéressant. Moi, je vais vous dire honnêtement, c'est comme les gens qui vont chez le médecin. Il y a les fumeurs et les non-fumeurs. Il n'y a pas longtemps, je vais chez un médecin, il me dit fumeur ou non-fumeur? Et je dis, pourquoi vous me demandez ça? Parce que soit vous traitez d'une manière ou d'une autre. Moi, je vais presque vous dire, pour une copropriété, c'est avec fonds de réserve ou sans fonds de réserve. Parce que moi aussi, je vous traite d'une autre manière, quoi. Donc, c'est pour vous dire que c'est capital d'avoir cette perspective. Et je suis certain que du côté des gens d'HomeGrid, ils seront tout à fait d'accord avec moi. Aussi, un immeuble, ça vieillit, ça s'amortit. Et alors, naturellement, je ne vous l'espère pas, évitez d'aller, si vous devez aller vers un avocat, là, naturellement, ça devient autre. Et surtout, même si vous avez en difficulté, même si vous avez un problème, renforcez la communication. Renforcez, soyez clair dans votre communication et vous dites, voilà, c'est comme ça, et ça, ce sont les éléments les plus déterminants. Et en fonction de ça, on va pouvoir aller de l'avant et en fonction de ça, on va pouvoir effectivement travailler dans une petite structure, une comptabilité claire où tout le monde aura confiance et où on va pouvoir aller de l'avant. Eh bien, je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Paf! Je ne sais pas si vous avez vu, Céline, mais je suis très occupé. Magnifique. Il nous reste un quart d'heure pour les questions-réponses. J'en ai pas encore vu beaucoup passer, donc peut-être qu'on va s'en sortir avec le quart d'heure qui nous reste, car l'interprète s'arrête à 30. Donc, allons-y, sans transition. Première question, y a-t-il une obligation de remettre les comptes annuels aux autorités ou faut-il simplement les tenir à disposition? Alors, je vous répète directement, c'est très simple, vous les gardez bien pour vous. Je n'ai rarement connu, de temps en temps, j'ai eu, mais c'était dans des gros immeubles. Donc, ma réponse est non, vous les gardez bien à la maison, bien au chaud, vous ne devez pas les remettre. Ce n'est pas un dépôt de bilan à faire comme on peut avoir en vue d'une taxation éventuelle parce que la copropriété n'a pas de statut fiscal pour l'instant. Voilà, merci. Deuxième question, est-ce que vous pourrez nous communiquer un exemple de tableau comptable pour les petites copropriétés, mais donc les PowerPoint vont être transmis avec l'autorisation de M. Lannoy. Et voilà, nous avons aussi des modèles qui vont être publiés, j'espère, dans le courant de l'année prochaine, un peu plus présentés, traduits aussi surtout. Donc voilà, il y a aussi le projet de publier sur le site de HomeGrid des informations, une boîte à outils pratique pour le syndic non professionnel. C'est un projet en cours, nous y tenons beaucoup. Troisième question, l'électricité des communs est-elle répartie selon les millièmes ou par ménage? Alors ça, c'est très simple. Tout ce qui concerne la répartition des charges sera toujours fonction des dispositions qui sont reprises dans le règlement général de copropriété. C'est ça qui fait la loi. Alors, ça peut très bien être par millième, ça peut très bien être par ménage, la plupart du temps, ce sera par millième, mais je peux imaginer, tout est possible.
par tout ce qu'on veut. Je dis bien que la plupart du temps, ce sera bien entendu par millième, mais il faut toujours aller voir dans le règlement général de copropriété et c'est là qu'on va trouver la source de ce qui est nécessaire. Parfait. Alors, que fait-on s'il n'y a pas encore d'exercice précédent de comptabilité en cas de nouvelle copropriété pour déterminer donc le montant minimal des fonds de réserve? Mais moi, je crois que la meilleure des solutions, très bonne question, la meilleure des solutions, c'est d'essayer de réaliser l'exercice suivant. C'est-à-dire que à partir de données qui sont techniques pertinentes, un rapport d'Omgré, quelque chose comme ça, d'essayer de dire, bon ben voilà, la toiture, elle est bonne aujourd'hui, mais c'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans, là, il va falloir le faire. Ah oui, mais il y a un isolant, on pourrait isoler le pignon. Ah oui, mais on pourrait faire ça. Et là, disons que d'abord, il convient de définir la pertinence ou la priorisation des travaux, tantôt d'un point de vue énergétique, tantôt d'un point de vue confort, tantôt de tout ce qu'on veut. Une fois qu'on a établi ça, on établit à ce moment-là ce que j'appellerais un projet de fonds de réserve de contribution, de plan quinquennal ou un plan décennal. Et en fonction de l'élaboration de ces documents-là, ça va nous permettre de déterminer le fonds de réserve. Encore une chose, outre la réserve légale de 5%, je signale que avoir une discussion sur le fonds de réserve chaque année me semble être nécessaire. C'est-à-dire que c'est une réactualisation un peu des objectifs de dire l'année dernière on avait donné, on contribuait à ça, ouh là 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 là, mais on a vu qu'il va falloir changer. Donc autrement dit, avoir un espèce de tableau de bord des investissements à faire dans 5 à 10 ans et pouvoir le moduler en conséquence. Merci. Est-il possible d'obtenir un avis sur la conformité de notre comptabilité pour une petite copropriété, donc vis-à-vis des exigences légales? Et si oui, qui peut-on contacter à cet effet? Alors, c'est vrai que chez nous, HomeGrid, on ne fait pas ça. On n'a jamais encore fait de vérification de comptabilité. On donne les bases, on donne les documents pour aiguiller les gens, mais on ne vérifie pas non plus s'ils ont bien travaillé à l'école. Alors moi, je vais compléter ici. Il n'y a pas c'est la souveraineté de l'Assemblée générale. Alors je rappelle ici, c'est que l'Assemblée générale est souveraine dans sa décision de demander un contrôle des comptes par qui elle l'entend. C'est même pas une possibilité, ça doit être comme ça. Hein. Donc l'Assemblée générale est souveraine et elle peut très bien dire, par exemple, et moi je le conseille pour répondre à la question, quand il y a un doute. Hein, ou alors quelqu'un qui dit « Ouh là là, moi, on ne sait pas si on est bon, etc. » Eh bien, il existe suffisamment de comptables qui ont accès à la profession de syndic, de comptables qui pourront vous aider. Hein. Vous pouvez même consulter un ou deux syndics de votre quartier en lui disant « Dites, monsieur le syndic, vous ne pouvez pas une fois regarder ça, est-ce qu'on est sûr ?» Et lui, le bonhomme va faire son rapport et va se limiter à ça. Il demandera l'argent qu'il faut. Mais il y a plein de personnes qui peuvent vous aider sur cette démarche-là. Bien. Question 6. Une année comptable peut-elle s'étendre sur une autre période que l'année civile? Le bilan doit être produit par une année calendrier ou peut-on porter sur 12 mois glissants, démarrant par exemple chaque mois d'avril pour coller par exemple à la périodicité des relevés de calorimètre ou autre? Oui, bien entendu. Une année comptable peut s'étendre comme on veut. Elle peut s'étendre du 1er juin jusqu'au 30 mai. Elle peut s'étendre et souvent, on va la faire coller avec un passage éventuellement TECEM, de telle manière qu'on ait vraiment les comptes qui soient apurés et qu'on n'ait pas de repos dans le bilan, que ce soit simple. Donc, simplifions-nous la vie hein, et agissons de cette manière-là. Donc, à savoir que c'est tout à fait possible de réaliser ce genre. Donc, il y a une liberté. Le bilan sera produit à la dernière date de l'exercice. Le jour du dernier jour de l'exercice comptable, là, on va éditer ce fameux bilan. Super, c'est une question qui est intéressante. Merci. Est-il obligatoire d'avoir un compte bancaire distinct pour le fonds de réserve? Je suppose qu'on demande distinct entre le fonds de roulement et de réserve. Oui, et c'est obligatoire. Oui, voilà. La réponse est simple. Copropriété de 4 lots, pas de fonds de réserve, pas de fonds de roulement, pas de bilan.
Comment convaincre des personnes qui sont propriétaires depuis plus de 40 ans et qui ne veulent pas payer? Ah, Un jour, ils vont s'en rendre compte. Un jour, il y aura une mutation. Un jour, il y aura une nouvelle composante. Et un jour, ils vont s'en rendre compte. J'attire l'attention sur le fait que le législateur, c'est le genre de copropriété qui ne veut pas entendre parce qu'il a mis en place un système de gestion de ce type de copropriété. Alors, encore une chose, si on ne tient pas une comptabilité dans une copropriété, il n'y a pas, il y a pas la police qui est au coin de rue, hein. Mais la sanction sera terrible. Le nombre de copropriétés que j'ai connues qui étaient dans l'état descriptif que je vois ici, mais ils s'en sont mordus les doigts quand ils ont dû faire intervenir à des experts, à des syndics provisoires, avec des trucs comme ça. Les pauvres, ils ont vraiment su ce que ça leur a coûté. quelles sont les responsabilités et les actions réelles à engager par le commissaire aux comptes pour établir son rôle de contrôle? Tout ça, c'est défini dans le règlement d'ordre intérieur de la copropriété. Dans le règlement d'ordre intérieur, qui est en fait maintenant, depuis le 1er janvier 2019, un document qui est établi sous convention privée, avant on disait sous sein privé, eh bien, là-dedans, on va décrire les modalités, comment va se passer qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on attend de la part du commissaire aux comptes. Et là, il existe des documents standards qui définissent sa mission. Peut-on trouver un modèle de comptabilité Excel? Donc ça, oui, on en a à proposer. Monsieur Lannoy nous les a déjà fournis. Donc ça, vous pouvez nous les demander au conseiller HomeGrid. On vous les envoie par mail sans souci. Voilà, petite attention, ils ne sont pas traduits, mais c'est le projet en cours pour, voilà, dans quelques mois en fait. Fonds de roulement pour charges, fonds de réserve pour travaux. Oui, en gros, c'est une belle synthèse. Oui, moi je vais dire que c'est tout à fait juste. C'est fonds de roulement pour charges courantes, on va dire simplement, et fonds de réserve pour travaux. Je partage. Voilà. OK. Les communs sont gérés par la copropriété. Cependant, 2 propriétaires ne veulent pas participer aux frais d'entretien des communs. Comment faisons-nous pour qu'ils le fassent? En AG, ils sont majoritaires. Alors, question, on rentre directement un peu dans le conflit comme je vois ici. On consulte le règlement général de copropriété et là, on définira si oui ou non il participe ou pas. Donc, ce n'est pas une question de la volonté du copropriétaire de dire je participe ou je ne participe pas. J'attire également que ce qui est votre attention sur le fait que ces types de répartitions qui sont reprises dans les statuts qui sont opposables aux tiers, opposables à tous les copropriétaires, eh bien, moi, je vais vous dire que des fois, ces calculs peuvent paraître injustes. Mais ça, excusez-moi, j'étais très direct, on n'en tient pas compte. C'est ça la norme. Et que, naturellement, si jamais ces gens ne respectent pas ça, ben, ils s'exposent à des procédures judiciaires de recouvrement. Et je vous garantis que le juge de paix, la seule chose qu'il va aller voir, c'est le règlement général de copropriété pour voir ce qui est mis dedans et contraindre les personnes à correctement payer. Même si le syndic doit être une seule personne, d'autres copropriétaires peuvent-elles aider le syndic sur certaines tâches comme les finances via un conseil de copropriété? Alors, disons ici un conseil de copropriété et pourquoi pas, c'est le jeu de l'équipe. L'Assemblée générale permet la délégation, donc à partir du moment où le syndic peut très bien déléguer ses pouvoirs, mais ça doit être naturellement réalisé d'une manière excessivement à titre d'assistance d'être. Mais ça restera le syndic qui sera bien entendu responsable de sa mission. Il pourra se faire aider et pourquoi pas, mais c'est lui qui sera responsable de sa mission. Et on a encore quelques questions en 4 minutes, donc on va peut-être pas pouvoir aller jusqu'au bout en fonction. Vous avez mentionné au début de formation que le fonds de roulement était demandé en une fois. Il y avait dans les mêmes slides l'exemple pour 6 mois minimum. Et puis aussi le paiement trimestriel. Pouvez-vous clarifier? Demander en une fois veut-il dire informer en début d'année pour récolter les fonds trimestriels ou alors le minimum de 6 mois s'agit-il? Bon, alors, il y a une petite confusion sur ce qu'on paye une fois, effectivement, le Donc, matelas. simplement rappeler, le fonds de roulement, c'est le fonds de caisse qui va permettre aux copropriétaires d'avoir de l'argent en poche
et de pouvoir naturellement avoir une facilité de pouvoir avancer la trésorerie, le montant des charges qui seront demandées trimestrielles vont servir à déjà faire une avance sur les frais qui seront exposés. Le fonds de roulement va servir aussi à composer, à supplier la différence entre l'édition des comptes, par exemple, et le paiement des charges. Et j'estime que pour une petite copropriété tenue par un syndic non professionnel, le syndic non professionnel doit avoir les sous nécessaires pour pouvoir gérer correctement l'immeuble. Alors, question suivante. On aurait aimé avoir un peu plus de détails sur l'imprécision des charges d'eau et de chauffage selon les consommations. Mais oui, ça, je ne sais pas si Monsieur Lannoy va nous répondre. C'est quand même TECEM en général. Attention, TECEM ou TECEM ou autre. Attention, simplement, attention, il y a un travail du syndic. C'est le syndic qui donne les informations aux prestataires, que ce soit TECEMista ou autre. Et disons souvent, ce qui se passe, c'est que on a un peu ces prestataires qui éditent des comptes ça doit être mis en coordination avec de nouveau le règlement général de copropriété. Tout se situe dans le règlement général de copropriété. Je pense à un cas principe, c'est par exemple les déperditions, le montant des déperditions de chauffage, tout ça, ça retrouve dans le règlement général de copropriété. Ce n'est pas TECEM, ce n'est pas ISTA qui suce ça de son pouce. Pour les comptes bancaires, faut-il ouvrir des comptes professionnels ou juste des comptes bancaires normaux particuliers? Alors, je sais qu'il y a des difficultés actuellement. Beaucoup de banques refusent purement et simplement maintenant de procéder à des ouvertures de comptes de copropriété. J'attire votre attention sur le fait que ma fédération a des contacts très réguliers pour l'instant et on essaye de clarifier la situation. Mais quand vous rentrez, bien entendu, quand vous ouvrez un compte, il est impératif de demander un compte pour une personne morale et pas un compte pour une personne physique. Donc, c'est impératif que ce soit un compte pour une personne morale et on rajoute encore 2 copropriétés. Alors, peut-on déroger à la séparation des fonctions dans la copropriété quand seul un ou deux copropriétaires souhaitent s'investir dans la gestion? Pour autant, comme on a déjà dit, pour autant qu'on ait un accord d'Assemblée générale, voilà, mais que le syndic restera toujours naturellement au niveau de la responsabilité, ce sera encore déterminant à ce niveau-là. Voilà. Je vois qu'il est 13h30, donc voilà, vous pouvez continuer, seulement voilà, il n'y aura pas de traduction pour les néerlandophones, désolé pour ça. Voilà, si vous êtes OK pour continuer pour les francophones avec les quelques questions qui restent, ça vous va? Pas de souci, alors on y va. Alors, s'il y a un copropriétaire d'un lot, attendez, s'il y a un copropriétaire d'un lot avec beaucoup de passages, attendez, s'il y a une copropriété avec beaucoup de frais, je suppose, j'essaie de comprendre la phrase. C'est un peu mal formulé. Donc en fait, monsieur veut dire, je crois que monsieur, madame, veut dire ceci, c'est-à-dire que si on a dans un immeuble une affectation spécifique, par exemple ici, c'est des locaux de l'ONE et que ça suppose énormément de passages le matin, le soir et donc, je suppose, des frais en plus de nettoyage, elle se demandait est-ce qu'on peut d'office comme ça demander une adaptation du modalité de répartition. Une nouvelle fois, je rappellerai qu'il faudra retrouver dans le règlement général de copropriété ce qui a été mentionné, mais que ça ne se fait pas tout seul. Il va falloir un accord de l'Assemblée générale pour modifier cette modalité de répartition. Cette modalité de répartition devra être prise sur base d'un quorum de 4/5 des copropriétaires. Donc, c'est quand même assez lourd, hein. Et donc là, il a beaucoup de passages, visite médicale, d'accord, mais je veux bien, mais si ce n'est pas repris dans le règlement général de copropriété, c'est différent. Voilà. À moins qu'on modifie le règlement de copropriété. À moins qu'on modifie, mais à 4/5. Voilà. C'est quand même une quote-part lourde, hein. C'est quand même important. Nous sommes une copropriété de 3 unités. Dans l'acte de base est repris une clause pour qu'on puisse ne pas avoir de numéro de BCE. Est-ce considéré comme une copropriété étant donné qu'il y a des espaces communs? Une comptabilité est-elle dans ce cas obligatoire?
Et non, vous êtes Et sous le non. régime dérogatoire, c'est-à-dire que vous savez que ça, on en parlera peut-être aussi. Je devrais peut-être un peu informer Ombride à ce niveau-là. Il existe des copropriétés qui sont placées sous le régime dérogatoire. Ce sont des petites copropriétés, toutes petites copropriétés, dans lesquelles l'espace commun est excessivement réduit et les gens volontairement décident de ne pas être sous le statut de la copropriété organisée. Attention, si un des copropriétaires demande à passer sur le système classique, tout le monde doit suivre. Et dans ce cas-là, on ne parle pas copropriété, on est sous le régime de l'indivision forcée. Et là, c'est naturellement une liberté totale qui existe. On ne parle plus de syndic, on parle de gérant, on parle d'un accord. Donc, on est hors cadre. Tout à fait. C'est le régime dérogatoire, en fait. Est-ce que le syndic bénévole peut-il être syndic et commissaire aux comptes à la fois si aucun copropriétaire ne veut se dévouer pour la fonction? Alors, en Belgique, on n'appelle pas syndic bénévole, on appelle des syndics non professionnels. Souvent, on fait l'effort parce que bénévole voulant dire qu'il le fait gratuitement, or pas spécialement. Un syndic peut être rétribué moyennant l'accord de l'Assemblée générale, donc il n'est plus du tout bénévole, il est syndic non professionnel, c'est tout. Et bien entendu, je vois difficilement comment il pourrait être commissaire aux comptes. C'est un peu comme si on aurait le contrôleur contrôlé, ça ne va pas. Donc, je dis qu'il faudrait une autre personne qui assume cette fonction-là. Si jamais, autour de l'Assemblée générale, on ne parvient pas à déterminer un commissaire aux comptes, le syndic je recommande au syndic de mentionner clairement que lors de l'Assemblée générale, il a clairement précisé l'obligation de disposer d'un commissaire aux comptes et que personne ne voulait assumer la fonction. Mieux vaut transcrire ça dans le PV, c'est beaucoup mieux et alors il n'y a pas de souci. D'accord. Que faire lorsque le conseil de copropriété n'établit pas de rapport annuel? C'est bien triste, mais je n'ai aucune conséquence formelle pour moi. On dira qu'on ira se plaindre, le tribunal appréciera, mais ça n'ira pas bien loin. Je connais aucune disposition contradictoire, non, donc rien. Sur quelle base peut-on rédiger un règlement de copropriété? L'acte de base de la copropriété? Ce sera le notaire qui sera naturellement en charge des documents proprement dits de la copropriété, un acte de base, un règlement général de copropriété qui seront établis, bien entendu, au début de la naissance de la copropriété. Donc, ces statuts sont naturellement présents et c'est les notaires qui rédigent des textes. Naturellement, il est intéressant que quand on met un immeuble en copropriété, on s'interroge vraiment quant à ces textes. Et il faut un peu les interpréter, il faut un peu les comprendre. Et là, il existe des professionnels qui pourront aider les futurs copropriétaires à bien comprendre la pertinence de ce type de document. Un grand merci. Dernière question. Quand un immeuble, exemple de silo, appartient dans sa totalité à une seule personne, et puis il est vendu et devient donc une copropriété, ce qu'on vient d'expliquer par exemple, chaque lot sera acquis par des nouveaux propriétaires. Comme acquéreur, puis-je m'attendre à avoir accès à des statuts de copropriété ou des bilans quelconques, ou non, parce que la copropriété vient d'être créée? Une chose qui est claire, on aura certainement accès au statut de la copropriété. Les bilans, il n'y en aura pas parce qu'on va repartir à zéro. Autrement dit, ce sera une copropriété qui partira à zéro sur son compte en banque, il y aura zéro. Ce sera une comptabilité à créer. Mais comment est-ce qu'on va la créer? On la créera en fonction des dispositions reprises dans les statuts. De nouveau, deux choses. L'acte de base qui va définir qu'est-ce qui est partie commune, partie privative, le règlement de copropriété qui va déterminer non seulement les modalités de répartition, les modalités de recouvrement et les droits et obligations des copropriétaires. C'est des documents capitaux si on a envie d'avoir une belle copropriété. Bien, un tout grand merci Jean-Pierre pour cette belle présentation, ces réponses claires et toujours cet enthousiasme. C'est vraiment chouette. Oui, oui. Voilà, donc vous allez être invité à répondre à un petit questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire et vous êtes également invité à consulter notre agenda des autres webinaires des mardis midi. Sur le site de HomeGrid. Donc, voilà, le prochain serait sur les syndicats nationaux des propriétaires et copropriétaires qui nous parlera des points d'attention lorsqu'on vend et achète un immeuble, une présentation d'Olivier de Klippel. Je prononce bien, j'espère. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une bonne tartine si vous n'avez pas encore mangé.
et à bientôt. À bientôt, Céline. À bientôt.